cigogne sur le toit, paix sur la terre. Vous avez sûrement déjà entendu cette formule, belle, chaleureuse, presque familière. Eh bien, oubliez-la, parce que la vraie cigogne n'a rien à voir avec l'oiseau qu'on dessine sur les cartes postales. C'est un prédateur de la taille d'un enfant. Elle est muette, elle n'a littéralement aucune voix, elle est capable de tuer son propre petit si elle estime qu'il représente un poids mort. Et pourtant, malgré tout cela, c'est précisément elle que l'humanité a choisie comme symbole de la naissance, de la famille et du bonheur. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi elle et pas une autre? Aujourd'hui, je vous propose 100 faits sûrs et la cigogne. Restez jusqu'au bout, à peu près à la moitié de la vidéo, arrive un fait qui va vous obliger à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur cet oiseau. C'est parti. Premier fait. On recense 20 espèces de cigognes sur la planète. 20, pas une, pas deux. Toute la famille des Ciconidae, qui regroupe des oiseaux si différents les uns des autres que vous ne les auriez jamais imaginés côte à côte. La cigogne blanche, la cigogne noire, le marabout, le jabiru, la cigogne à selle, le tantale d'Amérique. Certaines d'un blanc immaculé, élégantes, au bec rouge, d'autres chauves, austères, avec des poches. Gulaires, dignes d'un film d'horreur. Mais toutes sont des cigognes. Une seule famille, un seul jeu de gènes, et pourtant des destins radicalement différents. Deuxième fait, la cigogne blanche est la plus connue de toutes. Son nom latin est Ciconia ciconia. Ciconia ciconia, un nom double, presque royal. C'est elle que vous imaginez immédiatement en entendant le mot cigogne, plumage blanc, rémige noire, bec rouge, pattes rouges, le classique absolu. Si les oiseaux avaient leur star de cinéma, la cigogne blanche ferait la couverture des magazines. Troisième fait, la taille de la cigogne blanche varie de 100 à 115 cm. C'est à peu près la hauteur d'un enfant de 5 ans. Imaginez un oiseau qui se tient à côté de votre enfant et le regarde droit dans les yeux, pas vers le bas, dans les yeux. Sur une photo, l'échelle se perd. En vrai, l'effet est tout autre. Quatrième fait, l'envergure de la cigogne blanche atteint 2,15 m. Écartez les bras. Maintenant, imaginez qu'il faille encore ajouter 30 cm de chaque côté. Voilà cette envergure. Avec ses ailes, la cigogne parcourt des milliers de kilomètres sans presque jamais les battre. Mais on y reviendra. Cinquième fait. La masse d'une cigogne blanche adulte varie de 2, 5 à 4, 5 kilos, à peu près le poids d'un gros ordinateur portable. Pour un oiseau avec une envergure de plus de 2 mètres, c'est incroyablement peu. Chaque gramme vaut de l'or quand il faut parcourir des milliers de kilomètres. La nature a conçu cette structure comme un ingénieur calculerait la charge d'un avion, portance maximale pour une masse minimale. Sixième fait, la couleur noire des ailes n'est ni un hasard, ni un ornement. Elle provient d'un pigment, la mélanine, qui rend les plumes plus résistantes. Les rémiges subissent d'énormes contraintes en vol. Elles fléchissent, vibrent, résistent au vent. Et c'est justement la mélanine qui les rend plus résistantes à l'usure. La nature ne colore jamais sans raison. Chaque couleur a une fonction. Septième fait, mais le rouge du bec et des pattes, c'est une toute autre histoire. Il provient des caroténoïdes présents dans l'alimentation de la cigogne. Plus il y en a dans son régime, plus le rouge est éclatant. En Espagne, où les cigognes blanches consomment beaucoup d'écrevisses importées d'Amérique, les petits naissent avec un bec plus vif que leurs congénères d'autres pays. L'écrevisse originaire de Louisiane rend, littéralement, les cigognes espagnoles plus belles. Voilà la mondialisation, version règne animal. Huitième fait. Les cigognes n'ont pas de syrinx. C'est l'organe qui, chez les oiseaux, produit le chant. Le rossignol en a un, la corneille aussi, la perruche encore plus. La cigogne, non. Pas de syrinx, pas de chant, pas de cri, pas de gazouillis. La cigogne est l'un des rares grands oiseaux de la planète qui soit pratiquement muet. Franchement, quand je l'ai découvert, j'ai dû vérifier, un oiseau de la taille d'un enfant, totalement silencieux. Un silence absolu, pas le moindre son. Neuvième fait, mais muette ne veut pas dire silencieuse. Les cigognes communiquent en claquettant du bec.
Ce son s'appelle le claquettement, un martèlement rythmique et rapide de la mandibule supérieure contre l'inférieure. Cela produit une sorte de crépitement fort et net. En allemand, la cigogne s'appelle d'ailleurs Klapperstorch, la cigogne qui claque. Ce son leur sert à accueillir leurs partenaires, à défendre leur territoire, à signaler un danger. Un langage entier, sans le moindre son sorti de la gorge, comme si vous aviez appris à négocier sans jamais ouvrir la bouche, uniquement en tapant des mains. 10e fait. Des chercheurs du zoo de Stockholm ont découvert que, chez la cigogne orientale, proche cousine de notre héroïne, les mâles et les femelles ne claquettent pas de la même manière. Le son diffère par le ton et le rythme. Cela permet de déterminer le sexe de l'oiseau simplement à l'écoute, sans avoir à le capturer ni à lui faire de prise de sang pour analyse. Raclement de gorge, une identification du sexe non invasive, par simple claquement de bec. Ça ressemble à de la science. Fiction, mais c'est bien réel. 11e fait. Les poussins de cigogne, eux non plus, ne savent pas crier. Ils sifflent doucement, presque inaudiblement. Imaginez un nid avec 3 ou 4 grands poussins qui ne piaillent pas, ne caquettent pas, mais se contentent de siffler et de claquer du bec. Cela ressemble davantage à un terrarium de reptiles qu'à un nid d'oiseaux. 12e fait. La cigogne marche lentement et avec majesté, le cou tendu vers le haut, mais lorsqu'elle se repose, elle rentre la tête entre les épaules. Si vous voyez une cigogne avec la tête rentrée, elle est simplement en train de se détendre. Elle n'est pas malade, elle se repose. La différence de posture, c'est comme entre une personne en réunion et une personne affalée sur son canapé. Le même oiseau, une silhouette totalement différente. 13e fait. Les cigognes sont des prédateurs, ni granivores, ni herbivores, des prédateurs. Elles mangent des grenouilles, des poissons, des lézards, des serpents, de gros insectes, des souris, des campagnols, des grillons, des sauterelles et même de petits oiseaux et les poussins d'autres espèces nichant au sol. Si ça bouge et que ça tient dans le bec, c'est de la nourriture. Toute matière végétale qui atterrit dans leur estomac y est arrivée par accident, jamais par choix. 14e fait. Sa technique de chasse, une marche à pied dans les eaux peu profondes ou dans une prairie. La cigogne avance lentement, guette sa proie, puis frappe d'un coup de bec fulgurant. Certaines espèces utilisent la technique du harpon, perçant brutalement la surface de l'eau pour attraper un poisson. D'autres, comme la cigogne des bois d'Amérique, ont un bec si sensible qu'elle pêche dans une eau trouble sans même voir la proie, uniquement grâce aux vibrations. Temps de réaction, 25 millisecondes plus rapide que vous ne pouvez cligner des yeux. 15e fait. Les poussins de cigogne peuvent manger jusqu'à 60% de leur propre masse corporelle par jour. 60%. Pour un être humain de 70 kg, cela reviendrait à manger 42 kg de nourriture par jour, l'équivalent de 400 hamburgers en une seule journée. On comprend mieux pourquoi les parents doivent sans cesse apporter de la nourriture. 16e fait. Un couple moyen de cigognes blanches effectue jusqu'à 16 nourrissages par jour. 16 allers-retours en vol, le bec plein de grenouilles et d'insectes. Ces données proviennent d'une synthèse sur le comportement de la cigogne blanche publiée par les chercheurs Bokenski et Gerzak en 2006. 17e fait. Les cigognes blanches nourrissent leurs poussins en régurgitant le contenu de leur estomac au fond du nid. Pas dents, le bec de chaque petit, comme le font de nombreux autres oiseaux. Elles déversent simplement un tas de grenouilles, d'insectes et de vers de terre sur le sol du nid. Et ensuite, c'est le premier arrivé, premier servi. Une compétition pure et simple, une sorte de buffet à volonté façon le plus rapide gagne. 18e fait. Et pourtant, les poussins de cigogne blanche ne se battent pas entre eux pour la nourriture. C'est rare dans le monde des oiseaux. Chez le héron, par exemple, frères et sœurs peuvent littéralement s'entretuer pour un morceau de nourriture. Chez l'aigle, l'aîné élimine fréquemment le cadet. Chez la cigogne, non, chacun se contente d'essayer de manger plus vite que les autres. Aucune agressivité entre eux. 19e fait. Mais il y a un revers à la médaille. Si les poussins ne s'éliminent pas entre eux, ce sont parfois les parents qui s'en chargent. Oui, vous avez bien entendu, l'infanticide parental. Un parent cigogne peut tuer son propre poussin,
généralement le plus faible, le dernier éclos. Les scientifiques appellent ce phénomène le chronisme, en référence au dieu Chronos, qui dévorait ses propres enfants. Le nom est brutal, mais juste. 20e fait. Une étude menée par Tortosa et Redondo, publiée en 1992 dans la revue Ornis Scandinavica, a documenté ce comportement de manière systématique. Sur 3 années d'observation, dans 9 des 63 nids étudiés, les parents ont tué le plus petit poussin. Dans 8 cas sur 9, c'est le mâle qui a agi, pas la femelle, le mâle. 21e fait. Les victimes étaient toujours les derniers poussins éclos dans des nichés de 4 ou 5 œufs. Ils pesaient moins lourds, grandissaient plus lentement et leur chance de survivre jusqu'à l'envol était minime. Jusqu'à 80% de ces poussins-là mouraient de toute façon avant l'envol. Le parent ne tuait pas un poussin en bonne santé, il tuait celui qui, de toute façon, n'aurait probablement pas survécu. Cela paraît cruel, mais ce n'est pas de la malveillance, c'est de l'arithmétique. 22e fait. Pourquoi? Une économie de survie. Nourrir 4 poussins représente un effort colossal. Les parents doivent apporter de la nourriture plus souvent, plus longtemps et dépenser davantage d'énergie. Un poussin faible, qui de toute façon ne survivrait pas, capte des ressources qui pourraient profiter à ceux qui, eux, ont une chance de s'en sortir. L'éliminer, c'est augmenter les chances des autres. Les chercheurs ont calculé que nourrir une nichée de 4 poussins coûte nettement plus cher aux parents, une période de nourrissage plus longue, des nourrissages plus fréquents. Une bouche en trop n'est pas qu'une simple métaphore. 23e fait. Cela peut paraître cruel, mais il est important de comprendre l'ampleur du phénomène. Selon les données d'études menées sur le terrain, l'infanticide survient dans environ 50 cas pour 1000 couples de cigognes par an, soit 5%. L'immense majorité des cigognes élèvent avec succès l'ensemble de leurs poussins. Et fait curieux, bien que l'infanticide soit un moyen rapide et efficace de réduire le nombre de poussins, on l'observe étonnamment rarement, même chez les espèces qui le pratiquent. Les scientifiques ne comprennent pas encore vraiment pourquoi. Et maintenant, arrêtons-nous un instant. Dites-moi, franchement, le saviez-vous déjà? Saviez-vous que l'oiseau qu'on met sur les cartes postales de naissance est capable d'un tel comportement? Écrivez en commentaire si cela vous a surpris. 24e fait. Sur les 20 espèces de cigognes, l'infanticide parental n'a été observé que chez 2 d'entre elles, la cigogne blanche et la cigogne noire. Les 18 autres espèces ne pratiquent pas ce comportement, du moins les scientifiques ne l'ont jamais observé chez elles. On n'a pas encore de réponse claire à la question de savoir pourquoi ces 2 espèces en particulier. Il est possible que ce soit précisément chez ces 2 espèces que les poussins ne montrent pas d'agressivité entre eux. Chez d'autres espèces, ce sont les frères et sœurs eux-mêmes qui éliminent les plus faibles. Chez la cigogne, ce sont les parents qui doivent s'en charger. 25e fait. L'œuf de la cigogne blanche pèse entre 96 et 129 grammes, comme un gros œuf de poule, à peine plus grand. Ses dimensions avoisinent les 73 sur 52 mm. Blanc, mais souvent d'apparence jaunâtre ou sale, à cause d'un revêtement collant. La femelle pond entre 2 et 6 œufs, le plus souvent 3 ou 4. L'incubation dure entre 33 et 34 jours. Les 2 parents couvent en alternance. 26e fait. Les cigognes construisent l'un des plus grands nids de tout le monde aviaire, un diamètre pouvant atteindre 2 mètres, voire plus, et une hauteur pouvant aller jusqu'à 2-3 mètres. C'est comparable à la taille d'une petite pièce. Certains nids sont plus grands qu'un lit de place. 27e fait. Le poids moyen d'un nid de cigogne blanche en Pologne avoisine les 400 kg. 400 kg, c'est la masse de 4 hommes adultes ou de 5 réfrigérateurs. L'ornithologue Adam Zbirit, de l'université de Białystok, a pesé 145 nids pour obtenir ces données. La dispersion s'est révélée énorme, allant de 70 à 1348 kilos. 28e fait. Les nids records pèsent plus d'une tonne, 1348 kilos. C'est l'équivalent d'une voiture posée sur le toit de votre maison ou sur un poteau électrique. Dans le cadre d'un concours européen du plus grand nid de cigogne, on a découvert des spécimens dépassant les 2 mètres,
tant en hauteur qu'en diamètre. 29e fait. Un nid neuf, construit à partir de zéro, pèse environ 70 kilos. C'est ce qui m'a personnellement le plus frappé. Même la version de départ représente 70 kilos de branches et d'herbes rassemblées et assemblées par un seul oiseau. Rien d'étonnant à ce que Spirit explique. Cela explique pourquoi les cigognes se disputent si souvent des nids déjà existants. Le coût énergétique d'une construction à partir de zéro est colossal. 30e fait. Les nids grandissent chaque année. Les cigognes reviennent au même endroit et y ajoutent des matériaux, branches, foin, paille, fumier. À l'intérieur, un processus de décomposition s'engage et l'ancien matériau se transforme littéralement en terre. Une véritable couche de sol se forme dans le nid de la cigogne. Ce n'est plus un nid, c'est un écosystème. 31e fait. Et voici la preuve. Une étude menée dans le nord-est de la Pologne a révélé, dans des nids de cigognes blanches, la présence d'acariens oribates, des acariens du sol qui vivent normalement dans la litière forestière. En moyenne, plus de 80 individus pour 500 cm3 de matériaux de nid. Le nid d'une cigogne sur un toit, c'est un morceau de sol forestier suspendu à 10 mètres de hauteur. 32e fait. Dans les nids de cigognes, on retrouve aussi d'autres objets étonnants. Sacs plastiques, films, cordes et sous-vêtements. Adam Spirit raconte « J'ai vu des caleçons, des culottes de femmes, des chaussettes, des gants, des bonnets. Les cigognes rapportent dans leur nid tout ce qu'elles trouvent sur les ficelles à linge. J'avoue que l'image d'une cigogne traînant la culotte de quelqu'un à travers tout un village jusqu'à son toit n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on dessine sur les cartes postales. 33e fait. Il existe en Pologne des nids dont l'utilisation documentée dépasse les 100 ans, plus d'un siècle. Génération après génération, des cigognes sont nées, ont grandi, sont parties et sont revenues au même nid. Une maison familiale à l'histoire séculaire. Aucun bien immobilier ne reste aussi longtemps dans une même famille. 34e fait. C'est justement pour cela que les cigognes se battent farouchement pour un nid déjà existant. Construire un nouveau nid à partir de zéro représente un gaspillage d'énergie colossal. Il est plus simple de prendre celui d'un autre. Il arrive, lors de ces combats pour un nid, que des poussins soient jetés hors du nid et périssent, non pas par la faute des parents, mais à cause d'oiseaux étrangers qui tentent de s'emparer du territoire. 35e fait. Le mâle arrive le premier. Au printemps, en mars ou en avril, il occupe le nid, le répare et attend la femelle. Elle apparaît quelques jours plus tard. Si le nid lui plaît, elle reste. Ce n'est pas le mâle qu'elle choisit, mais le nid. La femelle choisit le bien immobilier et le mâle vient avec, en prime. 36e fait. La parade nuptiale des cigognes blanches est un véritable rituel. Le mâle rejette la tête en arrière jusqu'à ce que l'arrière de son crâne touche son dos et claquette du bec. Puis il ramène lentement sa tête à sa position initiale. Il répète ce mouvement plusieurs fois. Ensuite, les deux partenaires lèvent et abaissent la tête de manière synchronisée dans ce qu'on appelle la parade up-down en déployant leurs ailes. C'est une véritable danse. Une danse silencieuse, faite de claquettements. Elle se répète chaque année, même chez les couples formés depuis 10 ou 15 ans. Au-delà du salut, ce geste sert également de menace. Si un intrus s'approche du nid, le propriétaire adopte la même posture, mais avec une intensité différente. Le même geste peut être un salut ou un avertissement, la différence tient à la vitesse et à la tension du corps. 37e fait. Pendant longtemps, la cigogne a été considérée comme le modèle absolu de la monogamie. Elle revient au même nid, avec le même partenaire, année après année. Une belle histoire, mais la science l'a nuancée. Les cigognes sont socialement monogames, mais les études génétiques ont révélé que, chez certaines espèces, des accouplements en dehors du couple se produisent. Elles ne sont donc pas toutes aussi fidèles qu'on le pensait. Cette découverte reste débattue, mais les données existent bel et bien. 38e fait. Les poussins naissent couverts d'un duvet blanc et clairsemé. Au bout d'une semaine, celui-ci laisse place à un duvet plus dense. Vers 3 semaines, les premières plumes sombres apparaissent.
À 2 mois, le jeune ressemble presque à un adulte, si ce n'est que son bec et ses pattes sont plus ternes, brun orangé plutôt que rouge vif. Le poussin quitte le nid entre 58 et 64 jours après l'éclosion. 39e fait. La cigogne n'obtient son plumage adulte complet qu'au cours de son 2e été et ne commence à se reproduire qu'entre 3 et 4 ans. Une longue enfance, une longue maturation, comme chez les grands mammifères. Devenir une véritable cigogne prend du temps. 40e fait. L'espérance de vie de la cigogne blanche à l'état sauvage varie de 20 à 35 ans. Le record en milieu sauvage est de 25 ans, confirmé par Bagage. En captivité, il peut atteindre 48 ans, presque un demi-siècle. Imaginez, une cigogne née en Pologne dans les années 1970 pourrait encore être en vie aujourd'hui. Au cours de sa vie, une cigogne effectuera des dizaines d'allers-retours entre l'Europe et l'Afrique. Elle fera des dizaines de fois le tour de la Méditerranée. Elle reviendra des dizaines de fois sur le même toit. La distance totale parcourue au cours de sa vie se compte en centaines de milliers de kilomètres, l'équivalent de plusieurs tours du monde. 41e fait. Et la migration, c'est justement le chapitre principal de la biographie de chaque cigogne blanche. Chaque automne, des millions de cigognes quittent l'Europe pour l'Afrique. Chaque printemps, elles font le chemin inverse. Aller-retour, toute une vie. Ce n'est pas un choix, c'est un programme inscrit dans les gènes. 42e fait. La distance moyenne de migration est d'environ 5000 km pour un aller simple. Mais pour certaines populations, le trajet entre le nid et le lieu d'hivernage, aller-retour, atteint jusqu'à 20 000 km. Selon les données de la Fondation africaine pour la faune sauvage, le trajet moyen vers le sud prend 49 jours pour 20 000 km. C'est comme faire Moscou-Sydney, aller-retour. 43e fait. Les cigognes ne peuvent pas traverser directement la Méditerranée. Elles dépendent des thermiques, ces colonnes d'air chaud ascendant qui les portent sans qu'elles aient à battre des ailes. Les thermiques se forment lorsque le soleil chauffe la terre et que l'air chaud commence à s'élever en colonne. Au-dessus de l'eau, ce phénomène ne se produit pas. La surface de l'eau chauffe plus lentement et plus uniformément. Pas de thermique, pas d'ascension, pas d'ascension, pas de vol, aucune échappatoire. Pour une cigogne, une étendue d'eau libre est un véritable mur. 44e fait. C'est pourquoi les cigognes européennes contournent la Méditerranée par 2 itinéraires. La population de l'Ouest passe par le détroit de Gibraltar, le point le plus étroit entre l'Europe et l'Afrique. Celle de l'Est traverse le Bosphore et les Dardanelles, puis le Proche-Orient, avant de descendre le long de la vallée du Nil. Des milliers de kilomètres de détours uniquement pour éviter de survoler l'eau, une expérience menée dans la région de Kaliningrad, où de jeunes cigognes élevées en captivité ont été relâchées sans adultes pour les guider, a montré que l'instinct de voler vers le sud existe bel et bien, mais que la dispersion des directions prises est importante. Une navigation sans professeur est imprécise, mais fonctionne quand même. 45e fait. La différence énergétique est colossale. On a calculé que le vol battu actif brûle 23 fois plus de graisse que le vol plané, à distance égale. 23 fois. Parcourir 100 km en planant sur les thermiques équivaut, en termes d'effort, à marcher 4 km au lieu de 100. L'évolution a choisi le détour et elle avait raison. 46e fait. Sur les thermiques, les cigognes montent en spirale jusqu'à 1200 à 1500 mètres. L'altitude record enregistrée est de 3300 mètres. Au Soudan occidental, plus haut que Koumansé et de nombreux cols de montagne. Quand des vols de cigognes s'élèvent ainsi en spirale, on dirait, vu de loin, un véritable entonnoir vivant. Des dizaines, voire des centaines d'oiseaux tournent dans le courant ascendant jusqu'à atteindre le sommet, d'où elles s'élancent en vol plané vers la thermique suivante. 47e fait. La vitesse moyenne de migration avoisine les 40 km par heure. Le record de distance parcourue en une journée, enregistré grâce à un émetteur satellite, est de 504 km. 500 km en une seule journée. Sans moteur, c'est comme faire Paris-Lyon et retour en un jour, presque sans battre des ailes sur la majeure partie du trajet. 48e fait.
La migration d'automne la plus rapide, jamais enregistrée, a duré 17 jours. La plus longue, 42 jours. Cela dépend de la météo, des thermiques, de la condition physique de l'oiseau. Certaines cigognes s'arrêtent et se nourrissent en chemin, d'autres volent presque sans interruption. Au printemps d'ailleurs, les haltes sont plus nombreuses. En automne, les cigognes sont pressées. Au printemps, elles prennent leur temps. 49e fait. Les jeunes cigognes qui effectuent leur première migration ne volent pas moins bien que les adultes. Les données satellitaires n'ont révélé aucune différence de distance quotidienne entre les deux. La navigation est innée. Personne n'apprend au poussin où aller, il le sait déjà. Ce savoir est inscrit dans son ADN, comme un mot de passe Wi-Fi que personne ne lui aurait jamais transmis, et qui fonctionne pourtant. 50e fête. Mais voici ce qui change. Ces dernières décennies, un nombre croissant de cigognes de la population occidentale n'atteint même plus l'Afrique. Elles hivernent dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal. Cela réduit la mortalité hivernale. Trajet plus court, moins de risques. La cause, le changement climatique et l'augmentation des ressources alimentaires disponibles, notamment sur les décharges. Pourquoi parcourir 4000 km quand il fait déjà chaud et que la nourriture se trouve à mi-chemin? 51e fait. Certaines cigognes ont même complètement cessé de migrer. Elles restent en Europe occidentale toute l'année. Ce ne sont pas des cas isolés, mais une tendance nette. Une espèce qui volait vers l'Afrique depuis des millions d'années commence, sous nos yeux, à renoncer à ce périple. Une évolution en temps réel. Et celles qui atteignent malgré tout l'Afrique impressionnent les populations locales. En Tanzanie, les cigognes blanches apparaissent fin janvier et restent jusqu'en mars. Des milliers, des dizaines de milliers d'oiseaux dans les plaines du Serengeti, dans le cratère du Ngorongoro, à Tarangire. Après les feux de savane, les cigognes se rassemblent. Pour profiter des insectes fraîchement grillés, faites un safari entre janvier et février et vous verrez des cigognes blanches partout. 52e fait. La migration est la période la plus dangereuse dans la vie d'une cigogne. Lignes électriques, braconnage, épuisement. Chaque année, 25 millions d'oiseaux meurent aux mains des braconniers sur les routes de migration à travers la Méditerranée et le Proche-Orient. 25 millions. Toutes espèces confondues, mais les cigognes en font bel et bien partie. 53e fait. Au Liban, la vallée de la Bekaa et le lac Karaoun figurent parmi les points les plus dangereux. Au pic de la migration, des centaines de milliers de cigognes survolent le Liban en l'espace de quelques jours. Elles y croisent des braconniers. Les groupes affaiblis par un long vol sont particulièrement vulnérables. Une catastrophe silencieuse, dont peu de gens ont conscience. 54e fait, et voici maintenant le fait promis, celui qui change tout. Les cigognes se rafraîchissent en se déféquant sur leurs propres pattes. Oui, vous avez bien entendu. Ce phénomène s'appelle l'urohydrose. Les excréments liquides recouvrent les pattes nues et écailleuses, s'évaporent et font ainsi baisser la température corporelle. Une étude publiée en 2023 a montré que l'urohydrose abaisse la température de surface de la patte de 6-7 degrés Celsius. L'effet, cependant, ne dure pas plus de 2 minutes et demie. C'est pourquoi, par forte chaleur, la cigogne répète ce geste jusqu'à 11 fois par heure, soit environ toutes les 5 à 6 minutes. J'avoue que pour moi, ça a été une véritable découverte. Le symbole de la pureté et de la famille se salit volontairement les pattes avec ses propres excréments toutes les 5 minutes pour ne pas surchauffer. Les chercheurs ont calculé que cette urohydrose répétée peut représenter jusqu'à 4% de la dépense énergétique quotidienne totale d'une cigogne, 4% de son énergie journalière consacrée au refroidissement par excréments. 55e fait. L'urohydrose n'est pas propre, exclusivement aux cigognes. On l'observe aussi chez les urubus du Nouveau Monde, les condors, les fous de Bassane. Mais chez la cigogne, c'est le phénomène le mieux étudié. Melvin Cahl a décrit ce comportement dès 1963 en étudiant la cigogne des bois. Il a démontré qu'il ne s'agit pas de saleté, mais de thermorégulation. 56e fait. Par temps chaud, les cigognes adultes apportent de l'eau à leurs poussins, non pas pour boire, mais pour se rafraîchir.
Les petits utilisent cette eau pour reconstituer leurs réserves de liquide et poursuivre leur propre urohydrose. Les parents deviennent alors de véritables logisticiens d'un système de thermorégulation, livrant de l'eau à leurs petits comme de véritables coursiers biologiques. 57e fait. Les pattes de la cigogne ne sont pas de simples échasses. Elles fonctionnent comme de véritables radiateurs thermiques. Les cigognes peuvent réguler le flux sanguin dans leurs pattes. Par temps froid, elles resserrent les vaisseaux pour conserver la chaleur. Par forte chaleur, elles les dilatent pour évacuer l'excès de chaleur vers l'extérieur. Des études menées par Kahl et Steen dans les années 1960 ont documenté cette réponse vasomotrice. Ces pattes nues, qui semblent être une faiblesse, sont en réalité une solution d'ingénierie remarquable. 2 modes, radiateur en hiver, climatisation en été. 58e fait. Passons maintenant au marabout, cousin de la cigogne blanche, qui a l'air d'avoir été dessiné par quelqu'un n'ayant jamais vu de beau volatile. Tête chauve, peau rosâtre, poche gulaire, bec massif, silhouette lugubre. C'est justement pour cela qu'on le surnomme l'oiseau croque-mort, Undertaker Bird en anglais, parce que, vu de dos, il ressemble à un homme vêtu d'un long manteau noir, aux cheveux blancs et au dos voûté. 59e fait. Le marabout est la plus grande de toutes les cigognes. Sa taille peut atteindre 152 cm, soit près d'un 60 mètres. Son envergure peut atteindre 3, 20 mètres, et selon certaines sources jusqu'à 3, 70 mètres. C'est l'une des plus grandes envergures. Parmi tous les oiseaux terrestres, à égalité avec le condor des Andes. 3, 5 mètres, c'est la hauteur d'un plafond dans un appartement standard. C'est justement ce détail qui m'a le plus surpris, personnellement. La cigogne, oiseau associé à la grâce et à la blancheur, a un cousin doté d'une envergure dépassant les 3 mètres et qui se nourrit de charognes sur les décharges de Nairobi. 60e fait. La poche gulaire du marabout peut se gonfler jusqu'à 40 cm. 40 cm, c'est la taille d'un nouveau-né. Cette poche ne sert pas à stocker de la nourriture, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, mais à la parade nuptiale et à la thermorégulation. Les mâles la gonflent pour démontrer leur force à la femelle. 61e fait. Le marabout est charognard. Il mange ce que même les vautours refuseraient. Son bec puissant permet d'ouvrir la peau de gros mammifères morts, donnant ainsi accès à la viande pour des charognards plus petits. En ce sens, le marabout est une clé qui ouvre les carcasses. Mais en période de reproduction, il se tourne vers des proies vivantes, poissons, grenouilles, insectes, œufs de crocodile et même des poussins de flamants roses. Oui, le marabout mange des flamants roses. 62e fait. Habitués aux déchets humains, les marabouts sont prêts à avaler littéralement n'importe quoi. On a relevé des cas où ils ont avalé des chaussures et des morceaux de métal des chaussures entières. Un marabout a besoin de plus de 700 grammes de nourriture par jour, environ 5 livres. Si la nourriture manque dans la nature, une décharge fait très bien l'affaire. 63e fait. Les marabouts marchent en direction des feux de savane. Ils ne fuient pas, ils avancent vers le feu. Ils marchent devant le mur de flammes, capturant tout ce qui tente de fuir. Insectes, rongeurs, lézards. Une proie facile, le feu devenant leur allié. 64e fait. Les marabouts peuvent s'élever jusqu'à 4500 mètres d'altitude, la hauteur du mont Blanc. Là-haut, dans l'air raréfié, ils planent sur les thermiques pendant des heures, à la recherche de nourriture ou en se déplaçant entre différentes zones d'alimentation. Un vol à l'altitude d'un sommet alpin, pour un oiseau qui vit sur une décharge urbaine. Voici une question pour vous. Avez-vous déjà vu une cigogne en vrai? Pas sur une image, pas dans un zoo, mais dans la nature, sur un toit, sur un poteau. Dites en commentaire où c'était et ce que vous avez ressenti. 65e fait. Les plumes douces de la queue du marabout ont longtemps été prisées dans l'industrie de la mode. On en fabriquait des boas, des garnitures de chapeaux et d'écharpes. Marilyn Monroe portait un boa en plumes de marabout. L'oiseau charognard et le glamour hollywoodien, des plumes ramassées sur une décharge, drapées sur les épaules d'une star de cinéma.
Voilà le genre de contraste que la nature réserve. 66e fait. La tête chauve du marabout n'est pas une laideur, mais une adaptation, tout comme chez les vautours. Quand on plonge la tête dans une carcasse en décomposition, les plumes deviennent un handicap. Sang, restes de chair, bactéries, tout s'y accroche. La peau nue est plus hygiénique, la fonction prime sur l'esthétique. 67e fait. Revenons à la cigogne blanche et à sa relation avec l'être humain. Une relation parmi les plus anciennes et les plus complexes de l'histoire. La cigogne est une espèce. Synanthrope, c'est, à dire, qu'elle recherche activement le voisinage des humains. Elle niche sur les toits, les cheminées, les clochers d'église, les poteaux électriques. Elle ne se contente pas de tolérer l'être humain, elle le choisit. Elle choisit nos bâtiments pour y installer son nid, nos champs pour y chasser, nos routes pour y tracer ses itinéraires. 68e fait. La légende selon laquelle la cigogne apporte les bébés est l'un des mythes les plus durables de la culture européenne. Mais d'où vient-elle exactement? Il en existe plusieurs versions. L'une est liée à la mythologie grecque et à la déesse Héra, patronne du mariage et de la maternité. Les cigognes étaient considérées comme des oiseaux sacrés d'Héra. La chercheuse Rachel Warren Chad, autrice de l'ouvrage Birds, Myth, Lore and Legend, note cependant que dans les textes grecs originaux, il pourrait bien être question de la grue et non de la cigogne, les deux oiseaux étaient souvent confondus. Il est donc possible que toute la légende soit née d'une simple erreur de traduction. 69e fait. Une autre version, d'origine germanique, est plus élégante. Dans la tradition païenne, les couples se mariaient au moment du solstice d'été, fête de la fécondité. C'est à peu près à cette période que les cigognes s'envolaient vers le sud. 9 mois plus tard, au printemps, les cigognes revenaient, et c'est à peu près à ce moment-là que naissaient les enfants conçus lors du solstice. Une simple coïncidence, mais pour l'homme du Moyen Âge, ce n'était pas la cigogne qui les avait apportés, quoique la légende, elle, ait fait son chemin. 70e fait. Dans la mythologie germanique existait la déesse Holda, patronne des naissances et de la mort. Selon la légende, elle renvoyait les âmes des défunts vers le monde des vivants, et celles-ci descendaient sur terre avec les gouttes de pluie, se rassemblant dans les lacs et les sources, en attendant une nouvelle naissance. La cigogne, associée à l'eau et nichant à proximité des humains, devint sa messagère, un oiseau entre deux mondes. 71e fait. En Alsace, à Strasbourg, la légende était encore plus précise. Sous la cathédrale se trouverait un lac souterrain où s'ébattaient les âmes des enfants à naître. Une femme, désirant un enfant, se penchait au-dessus d'un puits et murmurait son vœu à un lutin. Celui-ci embarquait alors dans une barque d'argent, descendait dans les profondeurs le long d'un fil d'or et en remontait un nouveau-né que la cigogne portait ensuite jusqu'à la famille. 72e fait. En 1839, Hans Christian Andersen écrivit le conte « Les cigognes », et l'image de la cigogne messagère se répandit bien au-delà, des frontières de l'Allemagne. Dans cette version, Andersen remplace le lutin par la cigogne, et le mythe prit alors sa propre vie, cartes postales, vœux, dessins animés. Mais dans la version d'Andersen figurait aussi un détail plus sombre. La cigogne pouvait apporter un bébé mort à une famille qui s'était mal comporté une forme de vengeance envers ceux qui maltraitaient les cigognes. Ce détail-là, on ne le retrouve pas sur les cartes postales. Et au Danemark, pays natal d'Andersen, on croyait qu'une cigogne jetait un poussin hors du nid une année, puis un œuf l'année suivante, un sacrifice destiné à préserver l'équilibre. Même dans le folklore, la cigogne n'est pas que lumière. 73e fait. En 1941, Disney, dans son film d'animation Dumbo, montre des cigognes livrant des bébés aux animaux du cirque. Pour le public américain, ce moment est devenu emblématique et l'image s'est mondialisée. Aujourd'hui, la cigogne portant un nouveau-né dans son bec est un symbole universel, reconnu du Brésil au Japon. 74e fait. Et voici une amusante anecdote scientifique. Le statisticien anglais George Houdney Yule, auteur d'un manuel de statistique influent, avait remarqué que, dans les villages d'Alsace, le nombre de naissances
était corrélé au nombre de nids de cigognes. Plus il y avait de nids, plus il y avait d'enfants. Les cigognes apportaient-elles donc bien les bébés? Non. Tout simplement, les villages plus grands offrent davantage de toits pour les nids et abritent davantage de familles. Corrélation n'est pas causalité. Cet exemple est encore aujourd'hui utilisé dans les manuels de statistiques pour les étudiants de première année, 75e fait. Dans la mythologie scandinave, la cigogne était considérée comme un symbole de fidélité et de monogamie, puisqu'elle revient au même nid et au même partenaire. Dans la tradition juive, on l'appelait Hassida, la bonne mère, en référence à son évident dévouement parental. En Chine, la cigogne symbolise la longévité et la santé. Des cultures différentes, un seul oiseau, est toujours un symbole positif, sauf pour ceux qui connaissent l'histoire de l'infanticide. 76e fait. Il existait toutefois aussi des croyances plus sombres. En Pologne circulait une légende. Dieu aurait créé la cigogne blanche, et le diable, raclement de gorge, lui aurait donné des ailes noires. C'est pourquoi le bien et le mal cohabiteraient en elle, une nature double. Fait intéressant, la Pologne est justement le pays qui compte le plus de cigognes en Europe. Les gens qui vivent à leur côté au quotidien y voient depuis toujours quelque chose de plus profond qu'un simple symbole romantique. 77e fait. On disait autrefois qu'une cigogne sur 4 était polonaise. Selon un recensement mené en 2004-2005, on comptait 52 500 couples nicheurs en Pologne, 30 000 en Ukraine, 20 000 au Bélarus, 13 000 en Lituanie, 10 700 en Lettonie, 10 200 en Russie et près de 41 000 couples au total en Espagne et au Portugal. En 2015, cependant, la Pologne a cédé son titre de capitale mondiale de la cigogne à l'Espagne en raison de l'évolution des pratiques agricoles, de l'assèchement des zones inondables et de la destruction des prairies humides dont les cigognes se nourrissent. La cigogne quitte les endroits où grenouilles et sauterelles disparaissent. 78e fait. La cigogne blanche est l'oiseau national de la Pologne et de la Lituanie. La Lituanie détient d'ailleurs la plus forte densité de nids de cigognes blanches au monde. En Allemagne, on la surnomme affectueusement Klapperstorch, la cigogne qui claquette, et elle est considérée comme l'un des symboles les plus reconnaissables du folklore allemand. 79e fait. Dans le village de Żywkowo, dans le nord-est de la Pologne, vivent 20 habitants, et chaque été, ce sont près de 100 cigognes qui y arrivent, réparties dans plus de 50 nids installés sur les arbres, les toits, les poteaux. 20 habitants, 100 cigognes. Il y a 5 fois plus de cigognes que d'êtres humains. C'est l'une des plus grandes colonies de cigognes de Pologne. 80e fait. La cigogne blanche figure sur la liste rouge de l'UICN dans la catégorie préoccupation mineure. Une bonne nouvelle. Sa population totale est estimée à environ 168 000 couples. Les menaces, néanmoins, n'ont pas disparu pour autant. La perte des zones humides, les collisions avec les lignes électriques et la chasse illégale sur les routes migratoires restent les principaux dangers. 81e fait. Les poteaux électriques sont un piège à double, tranchant. D'un côté, les cigognes aiment y installer leurs nids. De l'autre, les câbles peuvent les tuer. Chaque année, en Pologne, plusieurs centaines de cigognes meurent des suites de collisions avec des lignes ou des installations électriques. Dans le cadre du programme LIFE de l'Union européenne, dans le nord-est de la Pologne, plus de 20 km de câbles ont été isolés et 25 postes de transformation ont été réaménagés. Un dispositif spécialement conçu pour éloigner les cigognes des zones dangereuses a été mis au point et il s'est révélé si efficace qu'une entreprise locale le fabrique désormais commercialement. 82e fait. En 2020, pour la première fois depuis plus de 600 ans, des cigognes blanches ont réussi à élever des poussins à l'état sauvage au Royaume-Uni. 600 ans. Depuis le Xe siècle, aucune cigogne n'y avait plus niché. Les oiseaux réintroduits avaient été importés de Pologne. La mère de ces nouveaux poussins britanniques est donc littéralement polonaise. 83e fait. La cigogne sait planer. Elle exploite les thermiques avec le professionnalisme d'un pilote de planeur. En 1884,
Ottomar Anschütz publia une série de photographies de cigognes en plein vol, parmi les toutes premières photos animalières à haute vitesse. Ces clichés inspirèrent Otto, Lilienthal, qui s'appuya dessus pour construire ses planeurs expérimentaux à la fin du XIXe siècle. La cigogne, ancêtre de l'aviation. Cette version, cela dit, est aujourd'hui contestée. Edward Muybridge avait mené des expériences similaires sur des chevaux un peu plus tôt. Les photos de cigognes d'Anschütz restent néanmoins cultes. 84e fait. Lorsqu'elle vole, la cigogne tend le cou vers l'avant et rejette les pattes en arrière. Sa silhouette allongée et aérodynamique constitue la différence clé avec le héron, qui replie son cou en forme de S pendant le vol. Si vous voyez un grand oiseau blanc au cou tendu, c'est une cigogne. S'il replie son cou, c'est un héron. Retenez ça, et vous ne vous tromperez plus jamais. 85e fait. Je me souviens de la première fois où j'ai lu cette information. Parmi toutes les cigognes, seul le marabout vole avec le cou replié, comme un héron. À bien des égards, il fait figure d'exception au sein de sa propre famille par sa taille, son régime alimentaire, sa posture en vol, son rapport aux humains. Et maintenant, dites-moi franchement en commentaire, quel fait dans cette vidéo vous a le plus surpris? L'urohydrose, l'infanticide, la tonne posée sur le toit, ou peut être autre chose? Je suis vraiment curieux de le savoir. 86e fait. La cigogne noire est l'exact opposé de la cigogne blanche. Là ou là. Cigogne blanche recherche la compagnie des humains, la noire les évite soigneusement. Elle niche dans les forêts profondes, près de rivières paisibles, loin des routes et des villages. Apercevoir une cigogne noire, c'est un rare coup de chance. C'est un oiseau fantôme, grand, splendide, avec un plumage sombre, aux reflets métalliques verts et violets, et presque invisible. Si la cigogne blanche est une extravertie qui installe son nid sur un clocher d'église, la noire, elle, est une introvertie, si douée pour se cacher que même des ornithologues professionnels peinent parfois pendant des années à la localiser. 87e fait. Le bec de la cigogne blanche mesure entre 14 et 19 cm, la longueur d'un stylo standard. Il est rouge, droit, conique, l'instrument parfait pour saisir une proie glissante. Grenouille, poisson, serpent. Quant au bec ouvert africain, c'est la seule cigogne présentant une fente entre ses deux mandibules. Son bec ne se ferme jamais complètement, laissant un interstice entre les deux moitiés. Ce n'est pas un défaut, c'est un outil. Cet interstice s'adapte parfaitement à la coquille d'un escargot que l'oiseau ouvre alors comme une boîte de conserve. 88e fait. Certaines cigognes sont solitaires, d'autres grégaires. Le jabiru et la cigogne à selle nichent en couples isolés, loin de leurs congénères. La cigogne blanche vit en colonies lâches où les nids sont visibles les uns des autres, mais sans réel voisinage rapproché. Les marabouts, eux, forment des colonies denses, comptant des centaines de couples. Les raisons de ces différences restent, pour l'essentiel, mal comprises par les scientifiques. 89e fait. Dans le Podhale, région montagneuse du sud de la Pologne, la cigogne blanche n'a commencé à nicher qu'en 1931. Depuis, elle s'installe progressivement de plus en plus haut en montagne. En 1999, elle avait atteint une altitude de 890 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les scientifiques attribuent ce phénomène au changement climatique. Les montagnes se réchauffent, la cigogne s'élève avec elle. 90e fait. Au cours des 20 dernières années du XXe siècle, les cigognes arrivant au printemps dans la région de Poznań, en Pologne, ont commencé à apparaître environ 10 jours plus tôt qu'à la fin du XIXe siècle. Le printemps arrive plus tôt et les cigognes le ressentent. Ce sont de véritables thermomètres vivants de la planète. 91e fait. Les cigognes sont vectrices, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Elles peuvent transporter le virus du Nil occidental, contracté en Afrique, sur des milliers de kilomètres. Cela dit, la virémie ne dure que quelques jours, ce qui signifie que la propagation n'est possible que si l'oiseau a été infecté juste avant le début de sa migration. Des données précises sur l'ampleur réelle de cette transmission restent toutefois difficiles à obtenir. 92e fait.
des microplastiques ont été retrouvés dans des nids de cigognes. Une étude menée dans le nord-est de la Pologne a révélé en moyenne 4 particules de microplastiques par kilogramme de matériaux de nid, différents types, tailles, formes et couleurs, polyéthylène, polypropylène, polystyrène. Un véritable échantillon complet de nos déchets quotidiens. Le nid de la cigogne est, en quelque sorte, un miroir de notre propre écologie. Nous polluons, elle récolte. Les cigognes intègrent à leur nid tout ce qu'elles trouvent dans un rayon de quelques kilomètres, et le nid devient ainsi une véritable capsule temporelle. En analysant son contenu, on peut reconstituer ce qui caractérisait une région donnée au cours des 50 dernières années. 93e fait, c'est le plus ancien des systèmes de suivi d'une espèce sauvage. Le recensement international de la cigogne blanche est mené tous les 10 ans depuis 1934, près d'un siècle de comptage systématique pour une seule espèce d'oiseau. Un suivi d'une telle ampleur n'existe pratiquement pour aucune autre espèce sur Terre. La cigogne blanche est l'une des rares espèces largement répandues pour lesquelles un recensement quasi exhaustif de la population est envisageable, tout simplement parce qu'elle niche à découvert, bien en vue, à proximité des humains. Elle est facile à compter, elle vient d'elle-même vers nous. 94e fait. La cigogne est une espèce parapluie. Cela signifie qu'en la protégeant, elle et son habitat, on protège automatiquement des dizaines d'autres espèces, grenouilles, insectes, petits mammifères, qui partagent les mêmes zones humides. En préservant la cigogne, on préserve tout un écosystème, une seule espèce, comme un parapluie qui abrite toutes les autres. C'est justement pour cela que le programme Village européen de la cigogne, lancé par la fondation Euronature en 1994, décerne le titre de Village européen de la cigogne aux localités qui protègent activement les cigognes et leur environnement. Protéger la cigogne, c'est protéger toute une plaine inondable. 95e fait. Franchement, cela paraît presque incroyable, mais il arrive que les cigognes arrosent leurs œufs. Par forte chaleur, le parent apporte de l'eau dans son bec et la verse sur la ponte pour éviter la surchauffe des œufs. Ou bien, il déploie ses ailes et se tient au-dessus du nid, créant ainsi de l'ombre. Un parasol vivant, une climatisation vivante, un système d'irrigation vivant, tout cela réuni chez un seul oiseau. 96e fait. Les jeunes cigognes passent leurs premières années de vie en Afrique sans jamais revenir en Europe. Elles effectuent des migrations d'essai sans jamais atteindre le but final et ne se reproduisent pas avant d'avoir atteint leur pleine maturité. Ce schéma révèle un lien étroit entre maturation physiologique et capacité à migrer. On ne peut pas rentrer à la maison tant qu'on n'est pas prêt à devenir parent soi-même. Le corps et l'instinct doivent se rejoindre. 97e fait. Le mot russe aest, cigogne, serait vraisemblablement apparenté à la notion de clair-blanc, en allemand Klapperstorch, la cigogne qui claquette d'après le son de son bec. En vieux hébreu, acida, qui signifie bonne, miséricordieuse. Chaque langue voit dans cet oiseau quelque chose de différent, de bien à elle. En anglais, un groupe de cigognes peut s'appeler a muster of storks ou a phalanx of storks, une phalange de cigognes, comme une formation de combat. Quand on voit 1000 cigognes réunies dans un champ, on comprend. Pourquoi ? 98e fait. La plus petite cigogne du monde est la cigogne d'Abdim, originaire d'Afrique. Sa taille varie de 73 à 80 cm pour un poids d'environ 1 kg comme un paquet de sucre. À l'opposé, le marabout, le plus grand, peut atteindre 152 cm et 9 kg, une différence de poids de 9 fois. Imaginez un chat et un grand chien. C'est l'ampleur de la diversité au sein d'une seule et même famille. Et la cigogne des bois du Nouveau Monde est la seule espèce de cigogne présente en Amérique du Nord. Chez les Sioux existait une légende propre, associant justement cette espèce, et non la cigogne blanche, à l'arrivée des bébés. 2 continents séparés par un océan, une même histoire. Cela en dit long sur notre rapport à cet oiseau. 99e fait. La cigogne est l'un des rares grands oiseaux
à avoir appris à vivre auprès de l'être humain sans jamais devenir un animal domestique. Elle n'est ni apprivoisée, ni domestiquée. Elle nous a simplement choisis. Nos toits, nos poteaux, nos champs. Elle utilise notre civilisation comme une infrastructure. Et nous, en retour, lui avons offert des mythes, des légendes et des cartes postales. Elle profite de nous, nous l'admirons. Une alliance étrange, mais qui fonctionne depuis des milliers d'années. 100e fait, la cigogne n'est pas un symbole, la cigogne est un miroir. Elle nous montre ce que nous avons envie de voir, la fidélité, la sollicitude, le retour au foyer. Mais derrière cette vitrine se cache un prédateur incapable de chanter, qui se rafraîchit avec ses propres excréments, qui tue parfois l'un de ses petits pour en sauver d'autres, qui construit sur notre toit une maison pesant une tonne, qui y rapporte nos chaussettes et nos sous-vêtements, et qui, chaque année, risque sa vie pour un vol dont l'unique but est le retour à la maison, vers le même toit, vers le même nid, vers le même partenaire. Est-ce là la véritable raison pour laquelle nous l'avons choisi, non pas pour sa blancheur, non pas pour ses mythes, non pas pour les contes d'Andersen, mais pour ceci. Comme nous, elle veut toujours revenir, et elle revient malgré tout à travers 5000 kilomètres, à travers les embuscades des braconniers, à travers les tempêtes et les déserts sans eau. Elle revient, et c'est là, tout entier, son secret. Tout ce qu'il faut savoir sur la cigogne, c'est finalement tout ce qu'il faut savoir sur nous. Si ces informations vous ont été utiles, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Planète Sauvage. La prochaine vidéo va sûrement vous surprendre. À bientôt.